bonjour tout le monde. Alors, ça nous fait très plaisir, Emmanuel et moi, d'être ici aujourd'hui pour vous présenter les résultats de deux études qui ont été réalisées il y a quelques années, mais des projets importants qui ont impliqué la participation de beaucoup de personnes, que ce soit des chercheurs ou encore des intervenants du milieu. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, Emmanuel et moi, on va présenter les faits saillants de deux études. La première qui porte sur l'exposition des travailleurs aux sous-produits, c'est-à-dire une étude qui visait à documenter la contamination des piscines au niveau de l'eau et de l'air en sous-produits de chloration. Et un deuxième projet qui est venu se greffer à la suite d'une demande du comité de suivi qui nous avait demandé d'orienter les recherches aussi du côté de solutions à apporter pour diminuer cette contamination-là. Donc, les sous-produits de la désinfection sont connus surtout dans le domaine de l'eau potable parce que depuis quelques années, ils sont normés, c'est-à-dire les concentrations que l'on retrouve sont régulées selon des niveaux qui ont été déterminés en lien avec l'exposition humaine via l'eau potable. Et il résulte de la réaction entre le désinfectant et la matière organique et certains ions. Donc, lorsque l'eau est désinfectée dans une usine d'eau potable, elle réagit. Le désinfectant réagit, va produire des sous-produits de la désinfection. Si c'est le chlore, ce sont des sous-produits de la chloration. Dans l'eau potable, la matière organique qui réagit avec le chlore provient des rivières, des lacs. Dans les piscines, que l'on chlore aussi à la suite des traitements. Ces matières organiques peuvent provenir de sécrétions, des cheveux, des produits cosmétiques, mais aussi des produits azotés qui viennent surtout de l'urine. Donc le chlore qui est ajouté en tout temps dans une filière de traitement en piscine, comme c'est le cas dans une usine de traitement d'eau potable, va produire en tout temps de nouveaux sous-produits de la désinfection qui peuvent s'accumuler ou non, dépendamment de la manière dont l'eau est gérée. Le chlore liquide, ce qu'on appelle l'hypochlorite, qui est le désinfectant au chlore le plus utilisé, autant dans l'eau potable que dans les piscines, ce qu'on appelle l'eau de Javel, mais dont la concentration est contrôlée dans les usines de traitement ou dans les piscines. Il va réagir soit avec l'azote ou soit avec le carbone pour produire des sous-produits issus du carbone, comme les trihallométhanes. Les trihallométhanes, ce sont les sous-produits les plus réglementés au monde dans l'eau potable. Ils ne sont pas encore réglementés au Canada pour l'eau potable. D'autres sous-produits que nous appelons des sous-produits émergents, dont les AHA, acide haloacétique, qui sont déjà normés dans l'eau potable au Québec, par exemple. Et une fois volatilisés, parce que certains de ces composés-là sont volatiles, ils se retrouvent dans l'air et donc on va être exposé aussi via la respiration. Et si le chlore réagit avec les produits azotés, ça va générer les fameuses chloramines, et c'est en particulier la trichloramine, un composé particulier des trichloramines. Il y a des monochloramines, la dichloramine et la trichloramine. C'est elle qui va davantage se volatiliser et qui va faire en sorte que nous soyons exposés aux chloramines dans l'air lorsque nous nous baignons dans les piscines. Il y a plusieurs sous-produits de la désinfection dans l'eau potable, mais aussi dans les piscines. Il faut se rappeler en fait que l'eau des piscines est rechlorée. Elle est alimentée, les piscines sont alimentées par l'eau potable qui généralement est chlorée, mais on ajoute une dose de chlore assez importante pour s'assurer un minimum de désinfectants résiduels et minimiser la contamination microbiologique des piscines. Il y a des exemples ici des sous-produits de la désinfection qui peuvent être présents dans l'eau potable et dans les piscines. Donc c'est ces sous-produits-là qu'on présente là qui ont été étudiés dans l'étude que nous vous présentons. Ce qu'on appelle les SPD classiques, c'est ceux qui sont généralement réglementés dans l'eau potable. Et les SPD émergents, c'est ceux sur lesquels on commence à travailler sur l'eau potable et qui existent également dans l'eau des piscines, puisqu'on rechlore l'eau des piscines. Il y a par exemple la nitrosamine, NDMA, qui est un sous-produit de la désinfection qui est issu de la chloramination de l'eau, c'est-à-dire de la combinaison ou la réaction entre le chlore et les matières azotées. Rappelez-moi que l'azote peut être très présent dans les usines, en particulier à cause de la présence d'urine. Un produit qui est beaucoup plus toxique que les autres sous-produits de la désinfection réglementés, qui n'est pas réglementé au Québec, mais qui commence à être réglementé dans certains États américains. Mais il y a, selon les études qui ont été faites jusqu'à maintenant, plus de 100 SPD qui ont été détectés, détectés dans les eaux des piscines. Nous avons étudié quelques-uns dans cette étude-là.
Alors, les principales voies d'exposition aux sous-produits en piscine sont la voie respiratoire et la voie percutanée. La voie respiratoire implique évidemment les substances qui se retrouvent dans l'air, donc les substances volatiles comme la trichloramine, les trihallométhanes, c'est le chloroforme, donc qui se retrouvent dans l'eau des piscines et évidemment qui va se passer dans la phase vapeur. Ensuite, les sous-produits émergents et les acides alloacétiques qui en principe ne sont pas volatiles, mais auxquels on peut être exposé par la voie respiratoire lorsqu'ils sont présents en forme d'aérosol. Vous savez, quand on agite l'eau, évidemment, on forme des aérosols et ces produits-là peuvent donc se retrouver dans la phase aérienne. Les caractéristiques physico-chimiques de ces produits-là font en sorte qu'on peut aussi les absorber par la peau. Et c'est vrai aussi en ce qui concerne l'eau potable. Quand on prend une douche, bien, on absorbe une certaine quantité de trihallométhane qui est présent dans l'eau qui a été traitée. La NDMA, qui est aussi une substance qui n'est pas très volatile, mais qui peut aussi traverser la peau. Et finalement, bien, une voie qui est moins importante dans le cas des piscines, c'est l'ingestion. Mais on sait que certaines activités, ou chez les enfants, par exemple, sont susceptibles d'avaler une certaine quantité d'eau. Donc, cette voie-là peut contribuer, dans certaines circonstances, à l'exposition à ces sous-produits. Alors, quels sont les principaux impacts sanitaires des sous-produits, soit des effets qui sont avérés ou potentiels? Bien, les chloramines, c'est la substance qui est responsable de l'odeur caractéristique des piscines. Vous savez, quand on dit que ça sent le chlore, en réalité, c'est la trichloramine qui est responsable de cette odeur particulière. La trichloramine est une substance très irritante. C'est une substance qui peut causer de l'irritation des yeux, des poumons, même causer de l'hypersensibilité bronchique. Et même chez certains individus, on sait que ça peut conduire à des symptômes d'asthme. Les trihallométhanes sont des substances qui sont réglementées. Et pourquoi elles sont réglementées? Parce qu'on sait qu'il y a des effets toxiques qui sont associés à ces produits-là. Des effets de cancer, par exemple, ou des effets reprotoxiques ou même hépatotoxiques, évidemment, tout dépendant des doses d'exposition. Les acides alloacétiques sont aussi des substances irritantes ils sont au nombre de 9. Et quelques-uns d'entre eux ont des propriétés génotoxiques et ils sont considérés pour certains d'entre eux comme des cancers possibles ou probables chez l'humain. Quant aux SPDE, qui sont les produits émergents dont Manuel parlait tantôt, ils sont moins connus au niveau des risques qui peuvent être associés à ces substances-là, mais on sait que certains d'entre eux ont aussi un potentiel mutagène ou cancérogène. Finalement, la NDMA, la nitrosodiméthylamine, est une substance qui est relativement toxique, qui est considérée comme cancer probable chez l'humain. Et Santé Canada, récemment, a émis une valeur d'exposition limite en ce qui a trait à l'eau potable, due justement à ses propriétés toxiques. Quelques mots sur le portrait un petit peu de l'exposition professionnelle au SPD au Québec. Les statistiques ne sont pas tellement abondantes concernant ce type d'exposition-là, mais on sait, selon la Société de sauvetage, qu'il y a actuellement au Québec environ 20 325 personnes qui sont des préposés à la surveillance. Et de ce groupe-là, 13 744 sont des sauveteurs nationaux, c'est-à-dire des jeunes, pour la plupart, âgés de 17 ans et plus, et donc qui sont susceptibles de travailler dans les piscines. On ajoute à ça, évidemment, les responsables aquatiques qu'on retrouve dans la plupart de ces piscines-là, et également, évidemment, des préposés à l'entretien. Donc, un bassin de travailleurs quand même relativement important. Le nombre des piscines, ça, c'est moins clair. Une étude de l'INSPQ en 2006 avait répertorié 3 300 installations aquatiques, dont 850 piscines intérieures. C'est probablement différent aujourd'hui. On peut penser, évidemment, que le nombre de piscines a augmenté depuis cette époque. Et peut-être avant de continuer, il faut se rappeler dans tout ça que si on étudie ces substances-là dans l'eau potable ou dans l'eau des piscines, c'est parce qu'on désinfecte l'eau, mais que le premier objectif de la désinfection de l'eau a été toujours de contrôler la présence des micro-organismes pathogènes. Et que le défi actuellement, autant du traitement que l'eau potable que de la gestion de l'eau dans les piscines, c'est désinfecter l'eau convenablement sans former beaucoup de sous-produits de la désinfection.
Dans l'eau potable, on le fait déjà parce qu'il y a des normes. Dans l'eau de piscine, il n'y a pas encore de normes, donc on considère encore qu'il y a peut-être une surdose de produits chimiques pour la désinfection de l'eau. Et dans le futur, il va falloir travailler sur des stratégies qui permettent de réduire ces doses-là pour réduire la formation de sous-produits s'ils devaient être normés, comme c'est le cas de l'eau potable. Donc, nous avons, comme disait Robert, développé 2 projets. Un premier projet qui est sur l'évaluation de l'exposition. D'un côté, exposition environnementale. Qu'est-ce qu'il y a dans les piscines de ces substances-là? Mais aussi sur l'exposition via des études et des marqueurs biologiques dont on va parler tantôt. Dans le projet 1, avec comme principal objectif de faire un portrait de la contamination dans un nombre de piscines du Québec et évaluer donc la quantité, la concentration de ces produits-là dans l'eau et dans l'air. Parce que ce qu'il y a dans l'air vient de l'eau. Ceci est très important pour certains sous-produits de la désinfection que nous avons étudiés. Et ensuite, documenter les niveaux biologiques, en particulier de certaines substances, dont les THM, chez des catégories d'usagers, dans l'urine et dans l'air alvéolaire, pour développer et appliquer des marqueurs biologiques qui nous permettent d'évaluer l'exposition des usagers des piscines, notamment des travailleurs que nous avons étudiés au trialométhane en particulier. Donc, pour ce faire, nous avons travaillé sur 41 piscines du Québec, Montréal et la ville de Québec en particulier, 13 piscines à Québec, 25 piscines à Montréal, plus les 2 piscines institutionnelles des universités, qui sont des piscines olympiques, et la piscine municipale de Repentigny, sur laquelle nous avons travaillé sur un projet particulier. Donc, des piscines qui ont des caractéristiques très diverses en termes d'âge, et en termes d'achalandage. Et vous comprenez que l'achalandage est une variable très importante parce que c'est elle qui apporte les composés organiques et inorganiques qui réagissent avec les désinfectants et qui sont les précurseurs des sous-produits de la désinfection. Donc, on voulait avoir un portrait très général qui nous permette de savoir qu'est-ce qu'il y a pour ensuite éventuellement savoir de quelle manière on devait gérer ces sous-produits-là. Alors, quelques mots sur la méthodologie qui a été utilisée pour caractériser cette contamination-là. Alors, donc, à une occasion, donc pour chacune de ces piscines-là, on est allé échantillonner pour des périodes qui variaient de 2h30 à 3 heures environ. Et évidemment, on s'assurait qu'il y avait une certaine activité dans la piscine. Je vous dis tout de suite, par exemple, que c'était toujours durant des journées de semaine. Et on sait tous que les piscines, souvent, c'est le samedi ou le dimanche qu'elles sont le plus occupées. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un mesurage ponctuel des composés dans l'eau. Donc, on prenait des échantillons au début et à la fin, et même au milieu, dépendamment des contaminants étudiés. Et également, donc, durant ces 2h30-là, on prenait des échantillons d'air avec des pompes et des tubes filtrants, et qui ont permis donc de générer une base de données quand même relativement importante. On parle ici d'à peu près 3500 analyses qui ont été réalisées durant ce projet-là en particulier. Alors, les mesures dans l'eau, donc en début et en fin de visite, alors on a mesuré les trialométhanes, les 4 qui sont connus. On a mesuré 6 des 9 acides allo-acétiques qui sont connus, plus évidemment des paramètres usuels quand on fait de la surveillance des piscines, le pH, le chlore libre, le chlore total et la monochloramine. En milieu de visite, on prenait d'autres échantillons qui ont servi à mesurer les sous-produits émergents. Et on a ajouté, évidemment, aussi à ces mesures-là la turbidité, la conductivité et le carbone organique dissous. Alors, donc, vous voyez tout de suite, ça faisait quand même une base de données relativement importante. Alors, les résultats maintenant. Pour ce qui est de l'air, alors si on parle de la concentration des THM, ce qu'on remarque, c'est que les niveaux sont relativement élevés, mais extrêmement variables d'une piscine à l'autre. Alors, vous voyez, ça va de 58 à 552 microgrammes par mètre cube. Et le trialométhane le plus important, c'était le chloroforme. Et ça, on s'attendait à ça. C'est ce qui était rapporté dans la plupart des études qui ont été publiées jusqu'à maintenant. En fait, en général, on retrouve à peu près 80 de chloroforme par rapport au trialométhane totaux. Dans notre cas, nous, le pourcentage était plus bas, on était environ à 60 Et ça, en raison du fait que dans certaines piscines, il y avait des trialométhanes bromés qui étaient en quantité relativement importante. Alors, quand on regarde cette figure-là, on voit, on réalise l'importance de la variabilité. Alors, ce qu'on a ici en foncé, ce sont les concentrations de chloroforme.
On voit que pour la plupart des piscines, c'est vraiment la substance qui est la plus importante, sauf pour quelques-unes, elles sont pointées ici avec les flèches, où on voit que les sous-produits bromés sont en concentration plus importante. Et ça, on ne s'attendait pas à ce phénomène-là. Pour ce qui est des THM dans l'air, il n'y a pas de norme actuellement. On verra un petit peu plus loin qu'on a quand même fait certains calculs qui permettent d'avoir une idée là, du risque qui peut être associé à ces concentrations-là. L'autre contaminant de l'air qui nous intéressait, évidemment, qui est très important, c'est la trichloramine, donc la substance qui est responsable là, de l'odeur et des effets irritants souvent associés aux piscines. Alors, encore une fois, des concentrations extrêmement variables. Alors, 3 des 41 piscines avaient des niveaux non détectés. Alors, donc, des piscines vraiment, là, où il n'y avait aucune odeur, alors que d'autres, les concentrations étaient relativement élevées. Encore une fois, très variable d'une piscine à l'autre. Parmi l'ensemble des piscines, il y en a 11 qui dépassaient la valeur qui est proposée actuellement par l'ANSES et par d'autres organismes, c'est-à-dire la valeur de 0,3 mg par mètre cube, qui est une valeur qui est censée prévenir les effets irritatifs associés à l'exposition à la chloramine. Alors, donc, il y en avait 11 à peu près, le tiers des piscines qui étaient, non, à peu près 20 des piscines qui dépassaient cette valeur. Ce qu'a présenté Robert, ce sont les sous-produits dans l'air. Alors, on a mesuré moins de sous-produits dans l'air que dans l'eau parce que ce sont les sous-produits qui sont volatiles. Ceux qui ne sont pas volatiles, ils ne se retrouvent pas dans l'air. Alors, il faut se rappeler, c'est que ce qu'on retrouve dans l'air, dans l'environnement des piscines, provient de l'eau. Donc, on devrait donc s'attendre à un portrait qui est plus ou moins similaire. Et c'est le cas. Alors, vous avez ici le portrait des 41 piscines pour les THM, les triélométhane et les acides haloacétiques, avec, comme Robert le disait tout à l'heure, une diversité de concentration de piscine à piscine. Ce qu'on montre ici, c'est des valeurs moyennes, parce qu'on a fait quand même plusieurs, jusqu'à 15-18 échantillons par piscine. Donc une concentration qui reste assez représentative de la piscine au moment où on est allé, ce qui montre en fait qu'il y a une grande variabilité si on regarde l'écart type pour les THM, et si on regarde les cartes types pour les AHA. Un point important, c'est que, on se rappelle que les triélométhanes sont normés dans l'eau potable. La norme au Québec, dans l'eau potable, c'est 80 microgrammes par litre sur une moyenne annuelle, obligatoire pour tous les systèmes municipaux d'approvisionnement. Il n'y a pas de norme dans l'eau des piscines au Québec. Par contre, on peut comparer les valeurs moyennes avec des valeurs normées dans certains pays de l'Union européenne, Allemagne, Danemark et Suisse, qui sont des valeurs seuil qui sont environ la moitié des concentrations que nous avons obtenues. C'est-à-dire que la moyenne de nos concentrations sont presque 2 fois les normes européennes. Il n'y a pas de normes nord-américaines pour les comparer. Ce qui veut dire que quand même, il y a des concentrations assez importantes. Les niveaux qu'on retrouve dans les piscines, ils ne sont pas très différents de ceux qu'on retrouve dans l'eau potable, parce que beaucoup de ces triélométhanes se sont volatilisés, donc se trouvent dans l'air. Par contre, si on regarde les niveaux des acides haloacétiques, dont la norme dans l'eau potable est de 60 microgrammes par litre, rappelez-nous pour les THM c'est 80, pour les AHA c'est 60, là on voit des concentrations qui sont de 5 à 10 fois plus importantes dans certaines piscines, avec une moyenne d'environ 6 fois plus importante que la norme. Ça veut dire que les acides haloacétiques, ils se produisent au fur et à mesure qu'on ajoute du chlore, que des baigneurs apportent de la matière organique, et ils s'accumulent. Bon, ils ne sont pas volatiles, l'exposition via la voie dermale n'est pas très importante. Par contre, il peut y avoir une certaine consommation d'eau par les enfants, mais ça peut représenter des sous-produits que l'on ne connaît pas, qui sont non volatiles et qui s'accumulent. C'est un bon indicateur d'autres substances qui peut-être auraient des effets oraux et des effets épidermiques, mais que l'on ne connaît pas. Donc, c'est quand même intéressant de savoir que les concentrations sont beaucoup plus élevées que celles que l'on retrouve dans l'eau potable, mais encore une fois, très variables de piscine à piscine. Le portrait dans l'eau est très similaire de piscine à piscine que le portrait dans l'air que Robert a montré, avec la même chose, finalement, les piscines dans lesquelles on a trouvé des sous-produits bromés, des THM bromés, des AHA bromés, qui sont plus toxiques, toxicologiquement parlant évidemment, que les sous-produits non bromés, que les halogénés. Et en fait, quelque chose qu'il faut mentionner, c'est qu'au-delà de ce projet-là, en même temps, on a décidé, au cours du projet, d'envoyer un questionnaire aux piscines pour savoir
les caractéristiques des piscines, un questionnaire sur le traitement, sur la gestion. Et on s'est rendu compte finalement que peut-être les réponses n'étaient pas représentatives de la réalité des piscines, parce qu'on pourrait se dire peut-être qu'il y a des piscines qui utilisent du brome pour désinfecter l'eau. Par contre, ils nous répondaient que non. Donc, comme disait Robert, on ne sait pas encore quelle est la provenance de ces sous-produits bromés. Est-ce que c'est parce qu'il y a du brome qui est utilisé au lieu du chlore ou en plus de chlore, ce qui peut être le cas par exemple dans les spas, les spas résidentiels par exemple ou privés, ou est-ce que ça peut être éventuellement par une décomposition de l'hypochlorite en bromate et peut-être des réactions subséquentes qui peuvent favoriser les produits bromés. On ne le sait pas parce qu'on n'a pas pu saisir encore l'information sur les caractéristiques et sur le vrai traitement qui est fait dans les piscines via des informations directes des opérateurs. Mais c'est quand même un résultat qui est très intéressant parce que les produits bromés sont beaucoup plus problématiques du point de vue toxicologique que les produits non bromés. Pour les AHA, on a le même portrait, certaines piscines avec des AHA bromés, des concentrations beaucoup plus importantes, mais la variabilité est encore plus grande compte tenu des concentrations plus élevées des AHA comparées au trialométhane. Si on regarde les sous-produits émergents que rarement ont été étudiés dans les études internationales, dans les piscines, on a eu l'occasion de les étudier, les alloacétonitrile, allonitrométhane, comme la chloropicrine, qui est un produit d'intérêt dans l'eau potable compte tenu de la toxicité, et les allocétones. De manière générale, on voit que pour les allocétonitriles, les concentrations sont beaucoup plus élevées que celles typiques qu'on pourrait mesurer dans l'eau potable pour les études qui l'ont fait, parce que ces produits-là ne sont même pas réglementés dans l'eau potable, mais de l'intérêt toxicologique. Pour ces deux familles-là, les concentrations sont assez comparables, un peu plus élevées, mais assez comparables que celles que l'on retrouve dans l'eau potable, compte tenu en fait des caractéristiques de volatilité. Mais une variabilité très importante des concentrations, des ordres de grandeur beaucoup moins importantes que les THM et les AHA, mais des variabilités quand même assez importantes en termes de coefficient de variabilité statistique. Parmi les objectifs du projet, on avait envisagé d'aller voir chez les individus quels pouvaient être les niveaux de contamination suite à l'exposition aux sous-produits qui sont présents dans les piscines. Alors, ce qu'on a fait, on est allé dans 8 piscines qui ont été choisies parmi les 41 en fonction des niveaux qu'on avait mesurés. Et là, on a recruté 35 sujets, la plupart des sauveteurs, à qui on a demandé de nous fournir des échantillons d'air alvéolaire avant et après leur quart de travail. Et on a mesuré dans ces échantillons-là, donc air alvéolaire et urine, et on a mesuré dans ces échantillons-là la concentration de chloroforme, qui est le sous-produit qui est présent en quantité la plus importante. Alors, les résultats ont montré que, premièrement, les niveaux qui ont été mesurés et qui apparaissent ici sont en moyenne, pour les 35 sujets, le double des valeurs qui ont été mesurées en début de quart de travail. Donc, le quart de travail est responsable d'une augmentation d'à peu près du double des concentrations de chloroforme, à la fois dans l'air alvéolaire et dans l'urine. Mais encore une fois, avec des variations extrêmement importantes d'un sujet à l'autre, ne serait-ce que du fait que les durées d'exposition, les durées de travail étaient aussi très variables. Il faut savoir qu'en piscine, évidemment, les sauveteurs, ils travaillent durant certaines périodes données. Ils ont des périodes de repos. Il y a une rotation qui se fait au niveau de la piscine. Alors, toutes sortes de facteurs qui peuvent être responsables d'une variation extrêmement importante. Ce qui est intéressant dans le cas de l'air alvéolaire, c'est qu'en 2010, une étude italienne a montré que chez les travailleurs qui avaient des concentrations dans l'air alvéolaire supérieures à 21 microgrammes par mètre cube, on avait relevé chez ces personnes-là des effets associés donc à de l'irritation. Donc, des yeux rouges, des yeux qui piquent, asthme. Donc, on voit qu'en moyenne, dans notre étude, les concentrations étaient supérieures à cette valeur-là. Manuel nous a dit tantôt que dans le cas des THM dans l'eau, il y a des valeurs qui ont été proposées par certains pays comme des valeurs seuil, des valeurs recommandées à ne pas dépasser, qui tournaient autour d'environ 20 à 30 microgrammes par litre. Dans le cas des THM dans l'air, il n'y a pas de norme vraiment sur lesquelles on peut se baser pour avoir une idée du risque qui pourrait être associé à l'exposition à ces substances-là. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une façon d'évaluer le risque, c'est d'aller estimer la dose d'exposition à ces produits-là. Alors, on le fait pour une substance.
en particulier, parce qu'on avait un modèle mathématique, mais qui est plutôt un modèle toxicocinétique, qui permet d'estimer la dose chez un individu qu'on expose de façon virtuelle, là, parce que c'est un outil informatique. Alors donc, on a estimé pour une femme et un homme, standard, quelle était la dose d'exposition au chloroforme, qui est un produit en particulier, et pour un scénario d'exposition qui impliquait 7 heures, donc une journée de 7 heures, 3 heures et demie d'exposition suivie d'une pause et d'un autre à 3 heures et demie d'exposition. On a fait l'exercice pour 3 niveaux de concentration. La concentration la plus faible, qui a été mesurée dans les 41 piscines, la concentration la plus élevée et également la concentration moyenne. Alors, ce qu'on voit ici, ce sont des doses en microgrammes par kilo par jour, qui est une façon donc d'estimer une dose d'exposition quotidienne. Alors, on voit qu'évidemment, pour la dose la plus faible, les doses sont relativement faibles, mais que pour les doses moyennes et la dose la plus élevée, évidemment, les doses sont conséquentes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles se rapprochent de la dose journalière tolérable de 6,2 microgrammes par kilo par jour, qui a été établie il y a quelques années par Santé Canada pour proposer une norme d'exposition, ce qu'on appelle une concentration maximale acceptable dans l'eau potable. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cas du chloroforme, les 3 voies d'exposition ont été considérées. On rappelle que, évidemment, le chloroforme est volatile, donc il peut se retrouver éventuellement dans votre douche ou dans votre salle de bain. Donc, on peut en inhaler une certaine quantité. On peut aussi absorber cette substance-là à travers la peau, ça c'est connu. Et également, évidemment, quand on parle d'eau potable, s'il y en a dans l'eau potable, on va en ingérer une certaine quantité. Alors, donc, ça permet d'avoir une idée à peu près de comment on se situe pour une journée type à ces niveaux-là par rapport à une norme qui est déjà établie et qui est déjà connue. Ce qui est important de se rappeler de ce projet-là, c'est le niveau de concentration de ce produit très variable de piscine en piscine, assez élevé en comparaison avec l'eau potable, mais aussi avec les seuils qui sont proposés en Europe pour certaines de ces substances-là. Le fait qu'il y a eu une présence atypique, qu'on veut comprendre dans les prochains mois peut-être, dans d'autres projets, de la présence de composés bromés, qui n'est pas normal selon l'information qu'on avait sur la désinfection de l'eau dans les piscines étudiées. Et comme le présentait Robert, la présence des SPD dans l'air alvéolaire et l'urine, qui reflète bien les expositions environnementales. C'est-à-dire ce que les marqueurs biologiques ont montré, c'est relié à ce qu'il y a dans l'air, parce que ce sont des travailleurs qui sont peu exposés nécessairement à l'eau toute la journée, mais que ce qu'il y a dans l'air, il faut se rappeler, provient de ce qu'il y a dans l'eau. Et ce qu'il y a dans l'eau, il provient de l'eau potable qui est traitée, mais qui est contaminée ensuite par ce que les baigneurs rajoutent dans l'eau, selon les contaminants corporels, par exemple. On a décidé aussi, dans le cadre de cette programmation, de faire une étude exploratoire pour évaluer comment on pourrait diminuer la présence de ces sous-produits de la désinfection. Disons, pas la source en termes de contaminants organiques, mais plutôt au niveau des traitements. Et on a décidé de faire une étude qui est davantage une étude full scale, ça veut dire in situ, au lieu d'une étude expérimentale. Il y a des chercheurs qui ont déjà travaillé dans des laboratoires avec des eaux simulées, mais on voulait le faire dans une vraie piscine pour savoir si le changement d'un type de traitement pouvait avoir un effet sur les concentrations de ce produit résultantes de ce traitement-là. Et c'est le projet 2 que nous avons réalisé sur une piscine particulière et qui avait comme objectif de fournir des premières données. Le premier projet nous a donné les premières évaluations des concentrations environnementales, probablement au Canada. C'est la meilleure base de données au Canada. Celui-là, c'est un projet exploratoire pour avoir quelques données, une première évaluation de l'impact de certaines modifications de traitement de l'eau sur les niveaux de contaminants, et en particulier ce produit de la désinfection, de la chloration. Et pour ce faire, donc, on a procédé à une stratégie d'échantillonnage qui nous permettait de comparer l'avant et l'après suite à une modification de traitement pour comparer l'efficacité d'une filière par rapport à une autre, encore une fois, de manière assez exploratoire. Alors, quelques mots sur la piscine où ce deuxième projet-là a été réalisé. Il faut dire qu'on a été chanceux parce que cette piscine-là offrait justement plusieurs types de filières de traitement. Alors, donc, ça devenait possible d'étudier dans un devis exploratoire quel était l'impact de ces différentes filières de traitement. Donc, une piscine intérieure rénovée en 2010
piscine qui était extrêmement occupée, donc beaucoup d'activités dans cette piscine-là, et évidemment des niveaux de contamination qui étaient conséquents. Il faut dire aussi qu'on avait eu la collaboration extrêmement importante du personnel qui était responsable de l'entretien de cette piscine-là. Ce projet-là a été rendu possible en bonne partie grâce à leur collaboration. Alors, cette piscine-là avait comme filière de traitement ce qu'on appelle le strippage. C'est quoi le strippage? C'est un processus qui consiste à injecter de l'air sous pression dans l'eau en vue d'extraire, de forcer la sortie des produits volatiles. Et ensuite, ça se fait dans un bassin qui est ventilé. Et les produits, donc, sont expulsés de telle sorte que l'eau qui revient dans le bassin est expurgée d'une très bonne quantité de produits volatiles, entre autres chloramine et trihallométhane. Deuxième filière de traitement, la flocculation, qui est un traitement qui n'est pas très utilisé dans les piscines, mais cette piscine-là nécessite ce processus-là qui consiste là, à l'ajout de substances en vue de clarifier, donc de faire précipiter les particules. Un système intéressant, ce sont des lampes ultraviolets au travers de laquelle l'eau est dirigée et le rayonnement ultraviolet a pour effet donc de s'attaquer à certaines substances, dont les chloramines, entre autres la trichloramine, et de diminuer ses concentrations. Ensuite, cette piscine-là utilisait essentiellement le chlore comme désinfectant. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le niveau de base de traitement, c'était le stripping, donc l'injection d'air, la ventilation et la flocculation. Alors, ce qu'on a fait comme modification de traitement, c'est que dans un cas, on a activé le rayonnement UV pour voir quelle était la différence sans et avec le rayonnement UV. Et la même chose pour les autres filières de traitement. On a arrêté le strippage en gardant la ventilation dans le bassin. Une troisième occasion, on a arrêté le strippage et la ventilation dans le bassin. Et dernière occasion, on a supprimé l'ajout de flocculants dans la piscine. Évidemment, il n'y a eu aucune modification au niveau de la filtration, de la chloration ou de la ventilation générale. On est allé à 2 occasions, une fois l'été pour se calibrer, si vous voulez, pour essayer de voir là, quelles étaient les meilleures conditions possibles pour étudier ces effets-là. Et c'est vraiment donc dans une campagne B que là, on est allé à plusieurs occasions pour tester donc l'activation du rayonnement UV, la désactivation du strippage et ainsi de suite. Il y a 2 journées qui ont été ajoutées pour savoir quels étaient les niveaux de contamination lorsque tous les systèmes étaient en fonction. Alors, on les a appelés Normal 1 et Normal 2. Vous allez voir que Normal 2, ça ne s'est pas du tout avéré une situation normale. Alors, qu'est-ce qui arrive aux chloramines quand on active le rayonnement UV? Bien, ça, c'est connu. On a une diminution. Alors, ce qu'on a ici en blanc, c'est la concentration au départ. De la façon que ça fonctionnait, on allait le lundi, on faisait de l'échantillonnage pour mesurer le niveau de base. Ensuite, le lendemain matin, les travailleurs de la piscine activaient les lampes UV. On retournait 24 heures après et 6 jours après. Donc, on avait une idée là, de l'impact après 24 heures et après 6 jours. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit dans des conditions où il n'y a pas d'UV, les concentrations de chloramine sont assez élevées. À 0,8, là, ça commence à relativement élevé. Après 24 heures de passage de l'eau dans la lampe UV, on a cette diminution-là, et 6 jours après, on a une diminution encore plus importante. Alors, on voit que c'est ce à quoi on s'attendait, bien, c'est exactement ça qui s'est passé, une diminution de la trichloramine. Qu'est-ce qui arrive quand on arrête le strippage, mais qu'on garde la ventilation? Bien, on a une augmentation de chloramine dans l'air, et ça, c'est normal. Hein? Donc, on extrait moins par strippage, donc les concentrations augmentent. Si on arrête la ventilation et le strippage aussi, bien, on a des concentrations encore plus élevées. La flocculation, ce n'est pas un traitement qui a eu beaucoup d'impact sur la présence de sous-produits. Des situations normales 1 et 2, alors ça, c'est vraiment la situation normale où tous les systèmes fonctionnent. Donc, on voit que la concentration est relativement faible et acceptable pour ce qui est de la trichloramine. Normal 2, en fait, ce n'était pas une situation normale. À peu près tous les systèmes ont fait défaut cette journée-là. Et effectivement, ça a eu un impact relativement important sur la présence de chloramine dans l'air et des autres sous-produits aussi. En résumé, le UV fonctionne et ça s'est rapporté dans la littérature. Et c'est pour ça que de plus en plus en Europe, et ça commence en Amérique du Nord, les gestionnaires de piscines commencent à envisager l'utilisation de rayons UV pour aider à la désinfection de l'eau. Parce que le problème qui est associé à la réglementation aussi, ce sont les chloramines. Et on voit que le UV diminue les chloramines.
Par contre, très intéressant, activation d'UV diminue les chloramines, diminue aussi les nitrosamines, qui ne sont pas du tout réglementés dans l'eau de piscine, mais qui sont très toxiques éventuellement. Mais ça augmente notamment les trialométhanes. Ça a été aussi rapporté dans la littérature. Donc, c'est un effet pervers aussi de l'utilisation d'UV. Donc, si on s'en va vers une utilisation d'UV, oui, on va probablement respecter la norme, mais si dans le futur, on décidait au Québec de mettre une norme sur les trialométhanes dans l'eau des piscines, ça ne serait pas nécessairement la meilleure idée. Il faudrait trouver d'autres stratégies combinées ou un compromis, parce que c'est l'effet pervers de l'UV. Et en fait, augmentation des SPD lorsqu'on arrête le strippage et la ventilation. Donc, très important d'enlever dans le bassin de strippage les produits volatiles comme les chloramines pour qu'ils ne se retrouvent pas dans l'air ambiant de la piscine elle-même. Bon, pour la floculation, c'est sûr que la floculation enlève la turbidité. La turbidité peut aussi contribuer selon les types de particules, les colloïdes, et même la matière organique qui peut s'enlever aussi selon les flocs. Avec les flocs, pourrait enlever un peu les THM. Ici, on voit une augmentation, mais qui n'est pas significative statistiquement. On ne peut pas beaucoup conclure sur l'impact de la floculation, mais beaucoup sur l'impact du UV et sur le strippage et la ventilation dans le bassin de strippage. Recommandations du point de vue recherche? Oui, alors, dans les rapports qui ont été déposés, on a fait plusieurs recommandations visant justement à soit régler en partie la contamination ou, tout le moins, des suggestions au niveau de certaines recherches qui pourraient contribuer justement à mieux comprendre le phénomène de contamination et la façon avec laquelle on pourrait diminuer les expositions à ces contaminants-là. Alors donc, dans un premier temps, documenter la survenue et l'occurrence de problèmes de santé, ça, c'est pas très connu. Donc, au niveau des populations exposées, des sauveteurs, on sait que, de façon anecdotique, oui, effectivement, il y a des personnes qui sont affectées, des travailleurs, mais aussi du public, qui peuvent être affectés par des effets, en particulier d'irritation associée à la trichloramine, mais il n'y a pas d'études vraiment qui permettent d'avoir une idée plus précise là, de l'importance de ces effets-là dans les populations actuelles ou chez les travailleurs qui ont pu être exposés dans le passé. Une deuxième recommandation, évaluer la situation relative d'exposition au SPD dans d'autres milieux. On pense aux piscines extérieures. Ça, on retrouve aussi beaucoup, évidemment, de ces sous-produits-là dans les piscines extérieures. Évidemment, dans l'air, ça pose un problème qui est moins important, mais dans l'eau, il y a une étude qui a été faite justement par notre équipe dans la région de Québec il y a quelques années qui a montré que pour certains contaminants, les niveaux étaient encore plus importants que ce qu'on a rapporté ici dans cette étude. Et les spas, évidemment, ça aussi, c'est une autre question. On a d'autres sous-produits qui peuvent être formés. Et en France, l'ANSES vient de publier une étude d'évaluation de risque, justement, qui s'intéresse à l'exposition aux sous-produits, entre autres, mais aussi aux contaminants microbiologiques qui peuvent être associés à la pratique d'utilisation des spas. Adopter des stratégies de prélèvement, évidemment. On a effleuré, si vous voulez, le volet biologique de l'exposition à ces sous-produits-là en montrant qu'effectivement, chez les travailleurs, on avait une exposition qui pouvait être mesurable. Mais évidemment, quand on veut implanter ce type d'échantillonnage-là en milieu de travail, bien, c'est assez complexe. Aller mesurer de l'air alvéolaire chez des individus, c'est pas évident. Même de l'urine, évidemment, on pense tout de suite aux sauveteurs qui, par exemple, qui vont finir un quart de travail et à qui on demande un prélèvement d'urine. Alors, c'est très facile de contaminer le prélèvement. Si vous êtes mouillé, vous avez de l'eau sur vous qui provient de la piscine et qui va contenir, évidemment, des niveaux beaucoup plus importants que ce qu'on va mesurer dans l'urine. Évidemment aussi, un autre aspect important, c'est-à-dire étudier l'impact de différentes procédures. Le deuxième projet qu'on vous a présenté aujourd'hui a permis d'apporter certaines réponses à cette question-là. Alors, quelles sont les différentes procédures ou traitements qui permettraient de diminuer ou de prévenir la contamination environnementale des piscines? Pour terminer, en fait, il faut se rappeler simplement que dans n'importe quelle dimension de gestion de la pollution, on peut travailler à la source ou on peut travailler sur la conséquence de la contamination. Donc, pour gérer les sous-produits dans les piscines, on peut travailler à différentes étapes. Évidemment, idéalement à la source, c'est-à-dire s'il n'y a pas de matière organique et une organique à la source, les sous-produits de la désinfection seront diminués. Donc, il faut travailler sur l'hygiène des baigneurs. Parce que c'est eux qui apportent la plupart de la matière organique ou des produits azotés qui sont reliés à la formation des substances
que nous avons étudiées, donc des substances qui sont en quantité assez appréciable. Donc ça serait une solution. Ça ne se fait pas nécessairement dans toutes les piscines, de réglementer l'hygiène des baigneurs, au moins des douches. Évidemment, la deuxième, les solutions techniques, c'est-à-dire de manière complémentaire, il faut améliorer le traitement. On a parlé du strippage, on a parlé du UV éventuellement. Améliorer le traitement comme tel serait extrêmement important, incluant lorsque le mal est fait, c'est-à-dire lorsque les sous-produits, dont la chloramine, se trouvent dans l'environnement des piscines, comment les évacuer le plus vite, donc travailler sur la ventilation, une ventilation qui soit fonctionnelle, qui nous permette de dégager ces produits-là, même si on les a formés à la fin, en fait. Travailler sur la gestion de l'eau. C'est sûr que les piscines, c'est de l'eau potable, et c'est de l'eau potable qui est chauffée. Généralement à 28 degrés, je pense qu'au Québec, et en hiver, ça coûte très cher de chauffer l'eau, vous le savez vous-même. Si on pouvait vidanger les piscines et remplacer l'eau à grand volume et plus fréquemment, on aurait moins d'accumulation de sous-produits, donc une eau plus fraîche, une eau potable plus fraîche, probablement moins de sous-produits, mais c'est une question de gestion et des coûts. Mais on doit travailler sur l'optimisation de ces choses-là de manière complémentaire à la ventilation et au traitement. Et si on parle du comportement ou des infrastructures qu'on peut donner aux travailleurs lorsqu'ils sont déjà exposés en piscine par ces sous-produits-là, c'est essayer de les éloigner le plus possible ou qu'ils fréquentent le moins cet environnement-là. Et par exemple que leur salle de repos soit le plus loin de la piscine, parce que comme Robert l'a mentionné, ou comme vous allez pouvoir le lire dans les études, même dans les bureaux qui sont proches de l'environnement des piscines, on a détecté des sous-produits qui sont associés au traitement de l'eau des piscines. Donc il y a également des stratégies au niveau de l'infrastructure de la piscine et de ces bâtiments qui permettraient de diminuer l'exposition des travailleurs, surtout de ceux qui passent beaucoup de temps dans l'environnement des piscines. Alors voilà, merci pour votre attention.